ça flash, voilà, comme on dit. Sous-titre La révolte métaphysique en Occident. Donc, et pour la petite histoire, puisqu'on parle, je parle de Nietzsche essentiellement, je vais surtout présenter le nouveau livre, hein, le dernier, Nietzsche ou la vérité en voile. L'idée d'un complexe de Dieu, c'est une idée nietzschéenne, puisque Nietzsche a cette phrase dans La volonté de puissance, il dira que si Dieu existe, aucun homme ne supporte de ne pas l'être. Donc l'homme veut être Dieu par définition. C'est ce qu'il appelle la volonté de puissance. C'est une volonté de divinité, un peu à l'image de Dionysos, hein, qui est le dieu Dionysos, qui est la figure de Nietzsche. Et donc le dernier livre, Nietzsche ou la vérité en voile, qui a été écrit il y a déjà 2 ans, hein, il y a un décalage un petit peu, c'est un livre qui est resté en stand-by, comme on disait les Anglais, mais Tu on va l'as faire fini, revivre. tu l'as fini il y a 2 ans, c'est ça? Voilà, il est fini il y a déjà un certain temps, voilà. Mais voilà. Et là, c'est une manière de le sortir des placards, voilà, justement, de le mettre à la lumière. Voilà, c'est très Nietzschéen, hein. Nietzsche a eu des phases comme ça. Il aime bien la rumination, la gestation, il s'est caché dans les ces montagnes, il y a des apparitions, il réapparaissait, il disparaissait. C'est un jeu chez Nietzsche. Et là, pareil, le titre a été donné par l'éditeur, vous avez parlé, chez des éditions romaines. Moi, j'avais proposé « Et si la vérité était femme », hein, la phrase de Nietzsche. Mais c'était manière peut-être d'élargir peut-être la vérité en voile, parce qu'on parle beaucoup de certains voiles aujourd'hui dans notre société. Ça aussi, on influence certainement dans le Brexit aussi. Ouais. Donc c'était un peu un coup de marketing de la part de celui qui aurait dû devenir l'éditeur. Il a arrêté l'édition. Et donc le livre est en recherche d'éditeur. Alors je vais le présenter. D'abord, revenir un peu sur le complexe de Dieu. Voilà, j'ai emmené 2 exemplaires. Là, je fais une petite griffe à la fin. Et faire le pont avec Nietzsche ou la vérité en voile, puisque c'est le premier et le dernier livre. J'espère que ce ne sera pas le dernier, évidemment. Il y en a d'autres en gestation. Mais bon, c'est quand même une période entre 99 et 2007. C'est quand même 17 ans qui ont passé. Donc c'est quand même, enfin celui-ci a été terminé il y a 2 ans, donc vous voyez une quinzaine d'années. C'est intéressant de voir une évolution d'une pensée, effectivement, sur 15 ans. Je dirais que pour faire le lien, Nietzsche ou la vérité en voile, il y a les voiles, donc c'est un livre sur le féminin, le côté féminin de Nietzsche plutôt. Je parle moins de la volonté de puissance dans ce livre, je parle surtout du rapport, c'est assez, ça ressemble un peu à mon syndrome de Kierkegaard, hein, appliqué à Nietzsche. Parce que pour la petite histoire, l'éditeur qui avait, les éditions romaines, qui avait édité le syndrome de Kierkegaard, certains l'ont lu, beaucoup parmi vous je pense, qui le connaissent en tout cas, ont lu le livre. Kierkegaard a un point commun avec Nietzsche, c'est que c'est 2 philosophes qui refusent le concept, qui sont des philosophes de l'existence. Bon, Kierkegaard est le père de l'existentialisme, on peut dire que Nietzsche est aussi un existentialiste. Ils vont penser avec leur tripes, à partir de leur vécu. D'ailleurs, ce sont les rares philosophes qui vont mélanger finalement, Kierkegaard pratiquement dans toutes ses œuvres, il mélange sa biographie avec sa pensée. Nietzsche il le fait à la fin de sa vie, notamment dans Ecce Homo. On parle de lui juste à la veille de sa folie, puisqu'on sait que Nietzsche est mort officiellement fou. Hein. Les 11 dernières années de sa vie ont été passées en Asie psychiatrique. Alors, on a beaucoup glosé sur sa folie, j'y reviens d'ailleurs, c'est tout un chapitre sur la folie de Nietzsche. Est-ce qu'elle est simulée? À mon avis, elle est peut-être un peu exagérée, peut-être un peu simulée, mais elle est quand même réelle aussi, parce qu'il y a quand même l'influence de son père, hein, qui a eu des problèmes cérébraux, la syphilis qu'il a pas arrangée, et puis son délire métaphysique, hein, de se prendre pour Dionysos, le nouveau Dionysos. Il y a une dimension messianique chez Nietzsche, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Hein. Et on ne le sait pas toujours, mais Nietzsche voulait créer un véritable mouvement esthético-philosophique. Il n'était pas loin de se prendre pour une sorte de messie, quoi. Il me semble. Hein. Il voulait créer vraiment un mouvement pour sauver l'Europe de la décadence. Que dirait-il aujourd'hui par rapport à la situation de l'Europe? Bon, ça, à mon avis, c'est très caustique. On préfère peut-être même pas savoir parce qu'il doit se retourner dans sa tombe, comme on dit. Bon, tout ce qui s'est passé. Et pourtant, il nous avait prévenu. Hein. Il parlait de la décadence de l'Europe, qui était déjà réelle à cette époque. Et il avait fait des prophéties qui sont avérées exactes. Je pense, oui, c'est pas le premier, mais je pense qu'il a été un des penseurs les plus clairvoyants de l'Occident. Plutôt dans le pessimisme. Hein. C'est plutôt, alors, tragique, hein, il se dit tragique, il se dit pas pessimiste. Et le lien, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est que dans La vérité en voile, je parle surtout du rapport de Nietzsche aux femmes, un peu comme pour mon Kierkegaard, hein, sauf que pour
pour Kierkegaard, c'est quand même très différent, c'est l'amour fou pour une seule femme. Nietzsche en a aimé beaucoup, mais il n'a pas été aimé en retour, ou pas de la manière dont il aurait voulu, parce qu'il a été aimé pour son intelligence, pour son esprit, on parle de Salomé. Voilà, il n'a pas eu de vie maritale, de vie conjugale. On parle aussi même de son homosexualité refoulée, mais ça c'est un petit peu une tarte à la crème de la psychanalyse, mais bon, peut-être, effectivement, on l'a dit aussi pour Kierkegaard. En tout cas, un personnage très complexe dans son rapport à l'autre sexe, en même temps très admiratif et en même temps très... et en même temps... ça c'est un coup de Nietzsche. Oui, et en même temps très tourmenté, il faisait peur un petit peu, son côté entier, son regard perçant, sa grande moustache. Et on lui a d'ailleurs, un de ses amis lui a dit, mais si tu veux te marier, rase ta moustache, ça lui fait peur. Il dit, oui, mais je veux faire fuir les raseurs. Le problème, c'est qu'il faisait fuir aussi les femmes, quoi. Il leur faisait peur. Et puis il était trop direct, hein. Un grand romantique, il demandait les femmes en mariage tout de suite. Même à l'époque, ça se faisait pas, on faisait des détours. Hein. Il avait un côté maladroit, mais je pense que tout ça, c'était lié à son grand problème. Bon, alors, là, c'est assez freudien, son problème avec sa mère, relation un peu oedipienne, et puis surtout avec sa sœur, hein, une sorte de relation. Il ne s'est rien passé, hein, d'après les biographes, mais sa sœur était amoureuse, voulait son Nietzsche pour lui, son petit frère, pour elle toute seule. Et elle lui a empoisonné sa vie amoureuse. Il lui en a voulu d'ailleurs, éventuellement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Elisabeth Förster-Nietzsche, elle a été une nationaliste allemand. Le nazisme n'existait pas encore à cette époque-là, mais elle a vécu assez longtemps, notamment son frère, qui est à 56 ans. Elle a assisté aux funérailles de... Enfin, c'est Hitler, Adolf Hitler, qui a assisté aux funérailles d'Elisabeth Nietzsche. Et elle lui a offert la canne, la fameuse canne de Nietzsche. Donc la récupération de Nietzsche par les nazis, c'est l'œuvre d'Elisabeth Förster, qui a un petit peu transformé certains textes de Nietzsche. Cela étant, il ne faut pas non plus chercher à défendre absolument Nietzsche. Si on devait mettre Nietzsche sur l'échiquier politique, il serait clairement, aujourd'hui plutôt un extrémiste de droite, hein, un côté fascisant quand même. Hein. C'est le culte de la force, des valeurs viriles, un peu à la Mishima, et ainsi de suite. En même temps esthétique, mais il y a quand même des textes de Nietzsche qui sont quand même assez, en même temps, voilà, c'est tout est dépendant là en philosophie. Et c'est vrai que c'est une philosophie de la force, de l'héroïsme. Il admirait quand même Napoléon, des valeurs militaires, du courage, de noblesse, des valeurs positives, bien entendu, mais qui peuvent faire froid dans le dos, effectivement. Hein. Quand il parle du troupeau, il est absolument antidémocratique d'ailleurs. Hein. La démocratie, c'est une invention des faibles. Je n'apparaît pas comme ça. Oui, ça sera pour le débat, effectivement. Mais en même temps, alors justement, il y a un paradoxe chez Nietzsche. Je pense que c'est les deux livres, je pense que la lecture des deux ensemble sont assez intéressantes. Parce que le complexe de Dieu, là c'est le Nietzsche très masculin, du surhomme, très viril, bon, les valeurs viriles, puisque je précise dans ce livre d'ailleurs que le complexe de Dieu est un complexe plus masculin du mâle plus que de la femme. Bon, même si la femme peut avoir aussi ses manifestations du complexe de Dieu, être la plus belle, etc. Bon, et puis il y a des femmes qui pouvoir aussi, hein, c'est bien sûr. Voilà. On parle de l'époque, femme très masculine, donc c'est des choses, hein, mais la femme, serait moins, c'est ma thèse en tout cas, attirée par le pouvoir en tant que tel. Elle peut être attirée par les hommes de pouvoir, par contre. Le syndrome, par le syndrome Carla-Bruni, etc. Les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir. Pouvoir pas seulement politique, hein, ça peut être le pouvoir sportif, le pouvoir artistique, tous les pouvoirs, hein, le pouvoir financier aussi, bien sûr. Mais c'est pas toujours, on a parfois des privilèges, il n'y a pas que l'argent, hein, c'est le pouvoir, la force intérieure de l'homme qui attire la femme, le succès, le génie de l'homme du génie, scientifique aussi, hein, Einstein, etc. Beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Nietzsche l'a bien compris d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a eu énormément de femmes qui l'ont aidé, qui ont essayé de l'aider à réussir sa carrière, à vendre ses livres, hein, des femmes de salon notamment. Elles ont même essayé à lui trouver des compagnes dignes du grand philosophe, et chaque fois ça échoue.
Donc dans le complexe de Dieu, c'est surtout le côté masculin de Nietzsche qui ressort. Tout un chapitre sur Nietzsche. L'athéisme chez Nietzsche est une manière, il n'est pas vraiment athée, ça vous avez raison, on en parle un petit peu. Il est plus proche d'une forme de polythéisme d'ailleurs, puisque son dieu de référence c'est Dionysos. Moi je le vois plus comme un néo-païen. Nietzsche serait un néo-païen. D'ailleurs, pour la petite histoire, un des maîtres à penser du néo-paganisme français, c'est Julien Freud, c'est un arrière-grand-oncle, un cousin de mon grand-père, qui est un grand lecteur de Nietzsche, qui assume ce Nietzsche qui est repris par ce qu'on appelle la nouvelle droite aujourd'hui. Des auteurs comme Alain de Benoît, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu, ils reprennent ce néopaganisme, ce culte de la force. Il suffit de voir le film 300 par exemple, les Grecs avaient un culte du corps très développé. Et on retrouve ça chez Nietzsche, on le sous-estime parfois. Bien sûr, le surhomme nietzschéen, c'est l'artiste, mais c'est quand même, c'est l'artiste, c'est la sculpture de soi. C'est celui qui fait de son propre corps une œuvre d'art. D'ailleurs, Nietzsche prenait beaucoup de temps devant sa glace, il faisait très attention à son corps, à la diététique. Des textes de diététique chez Nietzsche qui sont d'ailleurs assez valables encore aujourd'hui. Il donne des conseils, il recommande d'ailleurs la gastronomie italienne. Plutôt que l'allemande, plus légère, l'huile d'olive, etc. Donc des choses que tous les grands spécialistes de la diététique nous servent aujourd'hui. C'est un ami commun qui n'est pas là, mais voilà. Nietzsche avait déjà vu clair là-dessus. Donc c'est une œuvre qui dépasse même le cadre de la philosophie. Donc un côté à la fois très masculin chez Nietzsche et une admiration, et là on parlait évidemment du dernier livre, sans être trop long non plus, Nietzsche ou la vérité en voile, pour présenter un peu ce livre, où là c'est le rapport à la femme. Il me semble, c'est ma thèse, que, comme pour Kierkegaard d'ailleurs, qu'on ne comprend pas vraiment Nietzsche si on ne comprend pas sa biographie, et notamment son rapport aux femmes, et sa déception par rapport aux femmes. On dit souvent qu'un écrivain, il écrit toujours pour se consoler de quelque chose. Ça peut être, souvent d'ailleurs, les grands écrivains, c'est le cas de Kierkegaard comme de Nietzsche, ils ont décidément beaucoup de points communs, c'est le conflit avec le père. Bon là c'est pas le cas chez Nietzsche, c'est pas le conflit avec le père, c'est le manque du père, puisque son père est mort quand Nietzsche avait 5 ans. Donc il a en quelque sorte idéalisé ce père qu'il n'a pas connu. Forcément, quand on a un père qu'on n'a pas connu, on l'idéalise. L'enfant a tendance, le garçon a tendance à l'idéaliser. Et du coup, souvent, il y a des reproches, une culpabilisation de la mère. Pourquoi tu l'as laissé mourir, est-ce que, voilà, etc. Pour l'enfant, c'est comme si la mère avait une responsabilité dans la perte, dans la mort du père. Ce qui peut expliquer son problème, d'ailleurs, son problème vis-à-vis du féminin. Donc en même temps, donc, un rapport très, très ambigu, très paradoxal, une attirance esthétique, et en même temps un rejet, même une dureté vis-à-vis de la femme. Un éloge, ça peut sembler, c'est aussi très paradoxal. Nietzsche en même temps va pourfendre la morale chrétienne, et en même temps, dans ses rapports aux femmes, il est très moral, quoi, finalement. Il est pour le mariage, il va dénoncer déjà la pornographie à son époque, les femmes trop faciles, etc. Ça ne n'empêchera pas d'aller avec un de ses amis étudiants contracter la place cycliste dans une maison close de Cologne, d'ailleurs. Mais, il y a plein de contradictions. Mais il a plutôt un discours assez moral, Nietzsche, sur les relations hommes-femmes, et pour certaines valeurs, il rejoint certaines valeurs du christianisme, qui l'attaque le christianisme en général, sur sa morale en tout cas. C'est un romantique, de toute façon on ne comprend rien à Nietzsche si on ne comprend pas qu'il est vraiment dans la mouvance des grands romantiques. Et vous voyez, je vais quand même vous rappeler les titres, parce qu'ils sont quand même assez significatifs. Deux parties, la vérité en femme, et puis ensuite c'est le titre global c'est la vérité en voile, il y a la vérité en femme, et la deuxième partie c'est Nietzsche, la vérité en puissance. Voilà. Donc il y a quand même à la fois le côté yin-yang, le côté féminin, masculin quand même, dans le livre. Alors le chapitre 1 c'est Salut déesse peut nous sauver. Donc l'idée, parce que Nietzsche pensait à un moment donné, il était déçu par les hommes, déçu par Wagner, qui a reproché son antisémitisme avéré. Nietzsche n'était pas antisémite, il avait beaucoup d'amis juifs d'ailleurs. Ce qui est, il faut le noter quand même, on lui a fait un faux procès. Alors, il a attaqué tout le monde, donc ça lui est arrivé d'attaquer aussi les juifs, il a attaqué tout le monde. C'est quelqu'un qui aime attaquer, qui a été assez agressif. En
je veux dire, en deux verbes, hein. Il a traité Kant d'idiot, Socrate de dégénéré, sa verve. Oui, non, c'était. Voilà, c'est ce qui a fait son succès aussi, son succès posthume, hein, le pauvre. Hein. D'ailleurs, il ne supportait pas de pas avoir le succès de son livre. Il paraît qu'il a vendu que 4 exemplaires, ça peut nous consoler, il a vendu que 4 exemplaires de son livre. Hein. Donc, il disait les Allemands sont stupides, ne comprennent rien. Il a eu le succès de l'une des prophètes dans son pays. C'est un Danois, Brandes, qui a fait connaître Nietzsche, un Danois. Même de son vivant. Il a eu quand même quelques articles de son vivant. Un article en Suisse, de Jacob Burckhardt, son ami, et un article au Danemark. Ben, ça n'a pas suffi à le faire connaître, mais il s'est accroché à ça. C'est quelqu'un qui était ambitieux et reconnaissance. Donc seule une déesse peut nous sauver, pour les chapitres. Le pasteur est mort, Dieu aussi. Le pasteur, c'est son père qui était pasteur. Donc la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est un traumatisme d'enfance. Son père est mort, donc Dieu est mort, puisque Dieu n'a pas sauvé son père, d'une certaine manière. Dieu du judéo-christianisme. Chapitre 3, Elisa, je t'aime moi non plus. Elisabeth, rapport compliqué avec sa sœur. Cosima, Capri c'est fini, parce que c'est le titre de chanson. Bon, tout est terminé à Capri avec Cosima Wagner. Ils étaient allés en vacances avec Wagner et Cosima, dont il était follement amoureux. Wagner, lui, il a laissé tourner européenne, il a laissé maîtresse dans toutes les capitales d'Europe, comme on dit. Cosima est délaissé, il a demandé à Nietzsche de s'occuper de sa femme, et Nietzsche a voulu trop bien s'en occuper, mais Cosima, elle n'a pas joué le jeu, elle n'a pas eu de chance, sinon elle l'a dénoncé à son mari, et ils se sont fâchés, quoi. Et Nietzsche a trouvé que, quand même, ça se fait pas, que Wagner, c'était un sale égoïste, que lui, il passait son temps des bons moments à l'étranger, il délaissait sa femme, et il ne voulait pas partager. Enfin bref, ils se sont... Et puis, plus sérieusement, bien sûr ça a joué, c'était l'antisémitisme de Wagner, que Nietzsche supportait. Wagner, grand compositeur de musique, mais on pourrait dire la même chose que pour Heidegger, mais piètre homme peut-être. Hein. Sur le plan humain, c'est même quelqu'un... Moralement, je ne peux pas faire de moraline, Nietzsche n'aime pas la moraline, mais quand même, on pourrait dire que Nietzsche a eu raison quand même de se séparer de Wagner. Je peux le comprendre. Et puis Lou ne me quitte pas. Lou, c'est la fameuse Lou Salomé, qui est l'amour de sa vie, mais un amour qui est resté platonique, parce que lui voulait l'épouser, elle avait 20 ans de moins que lui. Vous allez me dire, à l'époque, c'était fréquent. Non, elle aimait le génie de Nietzsche. D'ailleurs, le livre qu'elle a écrit sur Nietzsche, je m'en suis beaucoup inspiré, il est magnifique. Hein. Nietzsche à travers ses œuvres, c'est mon inspiration principale pour mon propre livre. Magnifique. C'est un livre qui aurait mérité d'être mieux connu. Elle est devenue psychanalyste d'ailleurs, vous savez. Lou Salomé, c'est très particulier, je fais une petite parenthèse sur Lou Salomé. C'est une femme qui aimait uniquement l'esprit des hommes quand elle était jeune, et quand elle était un peu moins jeune, là, elle a commencé à s'intéresser aussi au corps des hommes beaucoup jeunes qu'elle. Alors quand elle était jeune, elle s'intéressait aux hommes plus âgés pour leur esprit, pour leur intelligence, parce que non, l'intelligence c'est quelque chose qui normalement, c'est comme le bon vin, quoi. Ça s'améliore avec l'âge. Ça nous console de venir, effectivement. Et bon, voilà, donc c'est assez particulier. Le chapitre 6, la malédiction d'Aphrodite. Nietzsche a été touché par cette malédiction à tous les niveaux, à la fois physiquement, mais moralement, sentimentalement. Ça s'est mal passé.